Bonjour à tous. Cette semaine, dans cette émission, nous vous parlons de la prostitution en France et nous sommes pour cela rue Saint-Denis à Paris, un quartier où cette activité a cours depuis des décennies. Les parlementaires français ont récemment changé la loi. Ce ne sont plus les prostituées qui sont considérées comme des délinquants, mais les clients. L'acte d'achat sexuel est désormais passible de 1 500 € d'amende, le double en cas de récidive. Cette nouvelle loi n'est pas bien reçue par les prostituées et plusieurs ONG. On vous explique pourquoi. Les allées du bois de Boulogne, l'un des hauts lieux de la prostitution parisienne. Ici comme partout en France, les clients risquent désormais une amende de 1 500 €, aux grandes dames de certaines travailleuses du sexe. Déjà, il n'y en a pas beaucoup de travail. C'est difficile, c'est très difficile. La police s'arrête là et fait un PV sur un mec. Les autres qui voient ça, ils n'ont plus jamais passé. C'est cher le PV. Opposées à la loi, ces travailleuses du sexe sont venues dénoncer les sanctions prévues. On compte aujourd'hui entre 30 et 40 000 prostituées en France. Beaucoup d'entre elles s'inquiètent pour leur profession. On est contre la pénalisation des clients parce que celle-ci va entraîner une précarisation des travailleuses du sexe. Et qui dit précarisation dit augmentation de la clandestinité, augmentation des violences, augmentation de l'exploitation. Faux, répondent les défenseurs de la loi. Pour eux, la pénalisation des clients va au contraire permettre de mieux protéger les prostituées. Quand elles sont agressées, elles pourront aller porter plainte dans un commissariat de police, ce qu'elles n'osaient jamais faire jusque-là. Le rapport de force avec leurs clients va être complètement différent, puisque elles sont dans une position de force. Moi, je ne suis pas coupable, je ne suis pas délinquante, mais toi, ce que tu fais, c'est interdit par la loi. À partir du moment où on pénalise le client, on fait changer la honte de côté. Le crime est celui d'acheter un corps, quel qu'il soit, pour quoi que ce soit. Dès qu'on achète un corps, on est criminel. En Suède, cela fait 17 ans que la loi punit les clients. La prostitution de rue aurait diminué de moitié depuis l'instauration de cette loi. En France, il faudra plusieurs mois avant de pouvoir mesurer son efficacité. Mais pour le gouvernement, l'objectif est d'abord de faire de la prostitution une activité de plus en plus marginale. Les travailleurs du sexe s'organisent en communautés de même origine pour s'épauler et souvent rassemblés par des souteneurs. Une prostituée transgenre a accepté de nous raconter son histoire, celle qui l'a amenée de sa Colombie natale au trottoir parisien. Claire Williams l'a rencontrée. C'est à l'âge de 23 ans, en 93, que je me suis vraiment dit, voilà, je quitte la Colombie parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de violence. Beaucoup de transphobie et c'était un pays qui avait pas mal de conflits à ce moment-là. Je me retrouve séropositive, donc je remets en question tout. Jusqu'à ce moment-là, j'étais plutôt, entre guillemets, putophobe. Et je me rends compte qu'en fin de compte, j'avais tort et que c'était un métier parce qu'il passait d'être une minorité stigmatisée à être quelqu'un qui prenait le pouvoir dans leur vie et dans la vie sociale et dans la vie économique. Et je trouvais ça génial en fait. Je me suis dit, en fin de compte, c'est le moment de commencer à vivre dans la réalité. Je suis arrivé directement au bois et j'avais déjà des copines colombiennes qui avaient leur place, comme on appelle leur territoire. Et je faisais mes clients directement dans la forêt, en fait. Après, j'ai commencé un peu à faire le travail du sexe par Internet, donc à la maison, parce que ça me faisait aussi flipper. En fait, je travaillais toujours la nuit. Et il faut dire que c'est quand même assez dangereux. On s'est mis en tête de créer un nouveau projet parce que jusqu'au présent, on voyait que tous les projets soi-disant communautaires, en fin de compte, ils finissaient pour être portés par des experts, médecins ou autres, que vraiment les gens issus de la communauté. Les retours qu'on a ici, c'est les gens qui arrivent en pleurs parce que le loyer n'attend pas,
parce qu'ils s'attendaient pour envoyer un peu d'argent chez eux, parce qu'ils n'ont plus d'argent en poche, et parce que le téléphone, ils n'en sont plus, et parce qu'au bois, il n'y en a plus de clients. Ce n'est pas une loi qui va vraiment aider, c'est une loi qui va plutôt accompagner vers le suicide social, voire physique, ces personnes-là. Des prostituées comme Giovanna, la journaliste Sophie Bouillon en a rencontré plusieurs. Vous avez compilé leurs témoignages dans l'ouvrage Elle. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entrer dans cet univers ? À l'origine, c'était un peu un hasard, je dirais, puisque moi, je revenais d'une longue correspondance en Afrique du Sud, où j'avais travaillé un petit peu sur les questions de prostitution, mais de manière très courte. Et c'est un sujet sur lequel je pensais tout savoir, comme beaucoup de monde dans notre société, où on a tous ces termes de le plus vieux métier du monde, un mal social nécessaire, etc. Et puis, je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un sujet qui m'a vraiment plu dans le sens où je n'ai jamais eu d'opinion. En France, une vaste majorité des femmes qui se prostituent sont des étrangères. Pourquoi, selon vous ? C'est vraiment un métier où il faut renouveler la marchandise. C'est horrible, hein, le terme que j'emploie, mais c'est exactement ça. Il faut renouveler la marchandise parce que les clients se lassent. Ensuite, il y a un jeu de libéralisation mondiale qui fait qu'en fait, comme dans tous les métiers, absolument tous, je prends l'exemple de la Suisse par exemple, qui a un déferlement de prostituées espagnoles parce que les Roumaines sont arrivées en Espagne, on fait chuter les prix, du coup les Espagnols sont allés en Suisse, on fait chuter les prix, les Suisses ne savent pas où aller, parce que vraiment comme n'importe quel métier. Et troisièmement, il y a aussi toute cette vague d'immigration que connaît l'Europe actuellement, et la prostitution est un moyen de venir en Europe. C'est ce que je dis dans le livre, c'est qu'à un moment le corps devient passeport. Lorsque elles sont prises dans ce tourbillon du travail du sexe, eh bien, elles le font toute leur vie avec une dépréciation et une usure dont vous parlez toujours plus importante. Alors, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que les femmes qui rentrent dans la prostitution, ils rentrent très souvent pour une période très courte. Elles vont dire 3 mois, le temps de payer ma dette. 1 an, le temps de payer l'école, des enfants, ou de résoudre un problème donné. Et en fait, c'est très difficile d'en sortir. Au bout de 3 mois, on se dit « Ah, mais 1 mois de plus. Allez, 6 mois de plus. » Parce que finalement, c'est assez grisant. Qu'est-ce qui les ferait sortir de ce tourbillon ? C'est vraiment quelque chose qui est très difficile parce que votre univers, il fait partie de ça. Vos amis sont vos clients, vos amis sont vos collègues. Enfin, c'est un univers en soi et du coup, je le compare beaucoup à la drogue dans le livre, mais non seulement pour les femmes, mais aussi pour les clients. C'est que c'est une drogue en fait et c'est un mode de vie qu'il faut changer. Donc qu'est-ce qui fait en sortir ? C'était plus un problème parce qu'on ne se satisfaisait plus de ce qu'on faisait, parce que psychologiquement c'était trop difficile, physiquement c'était trop difficile. C'était plus ça et ça demandait beaucoup de temps. Merci beaucoup, Sophie Merci Bouillon. Alors la fermeture des maisons closes en France remonte à 1946, la loi Marthe-Richard, mais le débat sur leur réouverture fait régulièrement de nouveau parler de lui. Les maisons closes ont laissé des traces dans le Paris d'aujourd'hui, des traces que l'on va suivre maintenant. Sur lesquelles on peut voir le nom de l'ancienne tenancière de cette ancienne maison close qui s'appelait Alice. C'était une maison close réservée aux clercs de l'église Saint-Sulpice, mais plutôt les petits curés, les petits prêtres. Il y a 70 ans, Paris comptait près de 200 établissements, le Sphinx, le One-Two-Two, ici les Belles Poules, des maisons closes où l'on venait s'encanailler. Alors ici, en fait, il y avait des Parisiens et des gens du monde entier qui venaient admirer des tableaux vivants. Donc les tableaux vivants, c'était des représentations de tableaux, ça pouvait être par exemple les Trois Grâces, vraiment version vivante. Donc à une époque où même montrer une cheville, c'était encore un signal très érotique, là on pouvait voir des nus entiers représentant des thèmes mythologiques. Seulement une conseillère municipale de Paris, Marthe Richard, va porter un coup d'arrêt à ce qu'elle appelle la débauche organisée et patentée. Ce 13 décembre 1945, elle dépose une proposition qui sera votée. Les maisons closes de Paris doivent fermer avant mars 1946. Un choix qu'elle justifie des années plus tard.
J'aurais dit, mais enfin, si on ouvre les maisons, est-ce que tu y retourneras? Tu iras? Ah non. Ah non. Aucune. Pourtant, les pauvres filles de Marseille là, qui attendent le client, elles vont dire, ah non, ici nous sommes libres. Nous allons où nous voulons, nous sortons quand nous voulons et nous choisissons. Marthe Richard sait de quoi elle parle. Dans sa jeunesse, elle a connu les bordels à soldats, des maisons d'abattage où il faut réaliser 50 passes par jour. Mariée à un industriel, elle va devenir aviatrice, puis espionne, et ira jusqu'à jouer sur scène une tenancière. Marthe Richard, c'est pas elle qui a inventé, qui a eu cette idée la première, c'est pas elle qui a inventé cette lutte contre les maisons de tolérance, puisque juste avant la guerre ou pendant la guerre, il y avait déjà des villes, notamment Grenoble, Lille, Saint-Étienne, qui avaient pris des arrêtés contre les maisons de tolérance. Mais à Paris, les maisons closes sont le symbole de la compromission avec l'occupant nazi par excellence. Pendant la guerre, comme en attestent ces fiches de compte, les maisons closes ne connaissaient pas la crise. Il y a donc toutes les recettes. Alors là, par exemple, avec le tampon, le timbre fiscal. Les meubles, les décors de ces établissements seront vendus des années après la loi. Les dorures du Chabanais, maisons fréquentées par les princes indiens ou anglais, seront dispersées en 1951. Les maisons closes ont mis du temps à fermer. Les prostituées se sont retrouvées sur le trottoir et à la fin de sa vie, Marthe Richard n'était plus persuadée d'avoir fait le bon choix. C'est la fin de cette émission sur ce sujet de la prostitution en France. Ne ratez pas sur notre site internet le webdoc de notre collègue Charlotte Auberti, Mylène, portrait d'une prostituée en lutte pour sa survie. Merci de votre attention et à très bientôt sur France 24.